La parole est à Monsieur Gilles Savary, rapporteur de la commission mixte paritaire. Bonjour Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes donc aujourd'hui dans la finalisation de cette proposition de loi qui est née, je dois le dire, à la Commission des Affaires européennes, à partir d'un rapport d'information sur la directive d'application de la directive détachement des travailleurs, au titre duquel nous avons fait un certain nombre de préconisations, mais au titre duquel aussi, avec mes collègues Michel Piron, que je salue ici, Chantal Guittet, nous avons convenu qu'il y avait probablement des vides dans la législation nationale, et nous avons surtout fait le diagnostic de l'ampleur du phénomène. Je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui près d'1,5 million travailleurs détachés en Europe, que ces travailleurs détachés ont subi l'appel d'air de pays à très faible coût de main-d'œuvre et qu'on a aujourd'hui des disparités tout à fait considérables qui déstabilisent les marchés du travail, que le détachement est une disposition qui existait avant la directive détachement, que c'est une disposition tout à fait saine pour les économies et qui jusqu'à présent accompagnait plutôt les échanges de biens et de services, touchait en particulier les commerciaux, les ingénieurs, mais aussi les artistes, les scientifiques qui souhaitaient aller travailler à l'extérieur. La France est d'ailleurs un pays qui recourt énormément au détachement. Environ aujourd'hui 300 000 travailleurs détachés français dans le monde, dont 140 000 en Europe. Il ne s'agit donc pas de mettre en cause la procédure du détachement, il s'agit simplement de considérer que nous sommes rentrés dans une ère nouvelle qui est l'ère de l'optimisation sociale, au titre de laquelle, au-delà même du détachement, les entreprises, et dans certains secteurs en particulier, essaient de recourir à des contournements de l'esprit et parfois de la lettre de la directive détachement pour se faire de la concurrence par le travail low cost. En réalité, la concurrence est saine quand elle est un aiguillon, quand elle permet d'améliorer l'offre et la qualité de service auprès des consommateurs et des usagers, quand elle stimule l'innovation, quand elle permet d'avoir des produits qui sont de meilleure qualité, mais elle devient extraordinairement perverse et c'est une dérive de l'esprit de la concurrence que de pratiquer la concurrence par la baisse du coût du travail, une baisse vertigineuse qui est en réalité ce que les anglo-saxons appellent un dumping social et que Richard Ferrand, je dois lui rendre cet hommage, a baptisé de façon extrêmement heureuse la concurrence sociale déloyale. C'est désormais d'ailleurs le titre de cette loi. Concurrence sociale déloyale, c'est peut-être la première traduction de dumping social. On était un petit peu embarrassés. La PPL portait un titre qui n'en finissait pas, qui est extrêmement technocratique. Le Sénat l'avait un petit peu amélioré et il se trouve que nous avons en commission mixte paritaire débouché sur ce titre-là. Donc ce qu'embrasse cette loi, c'est non seulement les fraudes au détachement qui sont extrêmement nombreuses et extrêmement sournoises, difficiles à détecter, mais c'est plus généralement le travail illégal et en particulier avec un certain nombre de dispositions qui touchent deux secteurs d'activité qui sont donc spécifiques, le bâtiment et le travaux publics, très déséquilibrés et très menacés par ces pratiques-là, dès lors qu'elles deviennent systématiques, mais aussi le transport routier. Je voudrais dire d'ailleurs que c'est une loi qui nous a été inspirée par la pression des organisations patronales et l'acquiescement des organisations syndicales. C'est assez rare pour qu'on puisse le dire. Donc il y a un très grand consensus national autour de cette PPL et personnellement, je m'en réjouis. Nous avons donc essayé de mettre en place une loi équilibrée. Je vous en rappelle les principales étapes. Donc au premier semestre 2013, rapport d'information du sénateur Éric Bocquet, auquel je voudrais rendre un hommage, qui avait fait un remarquable travail sur le travail détaché et ses dérives au Sénat, suivi de notre rapport d'information signé Guittet, Piron, Savary, adopté par l'Assemblée nationale le 11 juillet 2013. Automne 2013, mise en œuvre de la recommandation numéro 14 de la résolution européenne, rédaction
de la PPL après de nombreuses auditions et visites de terrain. La recommandation numéro 14 de notre résolution, c'était de mettre en place une législation nationale. Le 9 décembre 2013, Michel Sapin obtient, un peu contre toute attente, un accord au Conseil des ministères des Affaires sociales à Bruxelles pour conforter, consolider et du moins aligner sur la position française la directive d'application à la directive détachement, ce qui était une première victoire. 8 janvier 2014, nous déposons cette PPL. 29 janvier, la procédure accélérée est engagée par le gouvernement et nous sommes aujourd'hui au moment de ponctuation. Comment s'est passée la procédure? Rapidement, en commission des affaires sociales, le 11 février 2014, 18 amendements adoptés. Je vous rappelle que l'architecture de cette PPL a été soigneusement calibrée. Il ne s'agit pas de transformer les chefs d'entreprise de ce pays en contrôleurs du travail, je me permets de le dire. Il ne s'agit pas d'engager leurs responsabilités dès lors qu'il y aurait une fraude chez un sous-traitant. Il s'agit d'engager leurs responsabilités sur la vigilance à l'égard de leurs sous-traitants et de toute la chaîne de sous-traitance. Le grand apport de cette PPL, c'est la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et du donneur d'ordre, qu'il soit public ou privé. C'est son grand apport. Nul ne peut se désintéresser de ce qui se passe sur son propre chantier et sur toute la chaîne de sous-traitance. C'est une différence avec la directive européenne. Nous concernons toute la chaîne de sous-traitance et nous concernons aussi tous les secteurs, alors que la directive européenne ne concerne que le bâtiment et les travaux publics. Donc nous sommes véritablement sur une loi qui est très complète. Qu'est-ce qui est exigé du sous-traitant? Il est exigé de veiller scrupuleusement à ce que les déclarations de sous-traitance et de détachement, les déclarations de détachement soient formellement effectuées auprès des autorités de contrôle par toutes les entreprises travaillant sur un chantier. Donc, obligation de vigilance. C'est aussi, dès lors qu'une autorité de contrôle alerte un donneur d'ordre sur des illégalités ou des fraudes ou des situations répréhensibles sociales sur son chantier, c'est que le donneur d'ordre mette en demeure les entreprises de régulariser cette situation et de tenir informée l'autorité de contrôle de la régularisation de cette situation ou au contraire du fait qu'elle n'est pas régularisée. C'est enfin, et c'est là où il y a la responsabilité qui est véritablement engagée, de veiller à ce que les conditions d'accueil des travailleurs soient dignes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des logements qui soient insalubres, improvisés, dangereux, auquel cas, si ça devait s'avérer le cas, là, la responsabilité directe du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage serait de pallier à la carence de l'entreprise sous-traitante. Voilà, mes chers collègues, l'essentiel et le cœur de réacteur du dispositif, mais ce n'est pas complètement tout. Nous mettons en place une liste noire des entreprises qui seraient répréhensibles. C'est une liste noire en tant que peine complémentaire à l'appréciation du juge. Elle ne sera pas une peine administrative. Nous développons également un certain nombre de sanctions administratives qui permettront au corps de contrôle d'intervenir plus directement. Nous allons également mettre en place un grief de fraude en bande organisée permettant des interventions sous contrôle du juge particulièrement intrusives au niveau des entreprises. Je voudrais ici remercier le travail de simplification qui a été réalisé par nos collègues sénateurs, en particulier dans le réordonnancement au sein des codes et du Code du travail de l'ensemble de ces dispositions, mais c'est aussi l'introduction par le Sénat de simplification prévue aux articles 1 et 2 en instaurant un dispositif unique de sanction administrative en cas de non-respect des obligations déclaratives relatives au détachement. En outre, quelques amendements rédactionnels ont été apportés. Le titre de la PPL a été changé et enfin, le Sénat a accepté nos dispositions qui touchent au transport routier et qui visent à interdire en particulier que les routiers prennent leur congé hebdomadaire normal dans leur cabine. C'est quelque chose d'extrêmement important et qu'enfin, nous ouvrions et nous élargissions aux véhicules de moins de 3,5 tonnes l'ensemble des dispositions qui touchent les véhicules de tonnage supérieur touchant au détachement. Ce sont des clauses extrêmement importantes. Et enfin, une obligation d'assurance exigible de tout sous-traitant dans le domaine du bâtiment. Voilà, mes chers collègues, quel a été le cheminement de cette PPL. Je voudrais remercier ici tous ceux qui ont participé. Je voudrais dire que j'étais l'autre jour sur un contrôle routier où j'ai eu dans la main une feuille de paye d'un chauffeur roumain en France à 191 € mensuels.
j'ai visité une cabine de chauffeur routier. J'ai visité une cabine de chauffeur routier où il vit pendant 2 mois. C'est un étranger, amenant l'ensemble de ses biens avec un petit frigidaire, un petit réchaud, des conserves parce qu'il n'a pas les moyens de se les payer, couchant sur les aires d'autoroute, faisant sa toilette dans les toilettes des stations-service, avec une température qui était déjà montée lors d'un stationnement à Cannes sur une aire d'autoroute à 47 degrés. Voilà quelles sont aujourd'hui les conditions que nous avons d'emploi dans un pays développé comme le nôtre. C'est un nouvel esclavagisme, diraient les uns. Je pense que le mot est trop fort, mais c'est un mercenariat qui est absolument inadmissible et auquel je crois qu'il faut mettre bon ordre, sauf à renier nos principes essentiels, et pas simplement notre droit, nos principes essentiels d'humanité et ce que l'on peut reconnaître de valeurs et d'attachement à nos valeurs de respect des droits de l'homme et du travailleur. Ce qui est vrai dans le domaine du transport routier l'est dans d'autres domaines. Je voudrais conclure sur 3 choses. D'une part, rendre un grand hommage aux services de contrôle, parce qu'il ne se passe pas rien, contrairement à ce qu'on le dit. Il y a un énorme travail qui est fait dans des conditions extrêmement difficiles, et je pense que nous devrons veiller, mes chers collègues, à améliorer les conditions d'exercice de ce contrôle, à faire en sorte que nos contrôleurs soient mieux formés dans les ministères compétents, et faire en sorte surtout qu'ils soient mieux entendus par la justice. Je pense qu'il faut qu'il y ait une formation spécifique des juges, car énormément d'enquêtes extrêmement lourdes, extrêmement difficiles, menées par des contrôleurs du travail, n'aboutissent pas dans les parquets, tout simplement parce que les parquets ne sont pas formés à ces matières, qui sont des matières extrêmement difficiles. Enfin, je pense que nous aurons à revenir sur la question européenne. Dans la résolution européenne, nous avions mentionné qu'il fallait probablement, au nom du principe de subsidiarité, considérer que pour ce type de travailleurs mobiles, et en particulier les travailleurs du transport routier, qui sont non seulement des travailleurs détachés, mais qui sont des travailleurs en déplacement, ce qui rend les choses extrêmement difficiles, l'Europe devrait se saisir d'un minimum de contrôle elle-même à la place des États, tout simplement parce que les États ne sont pas en mesure de contrôler ce type de travailleurs de façon efficace. Je voudrais remercier le gouvernement, représenté par Jean-Marie Le Guen aujourd'hui, pour avoir porté intérêt à cette PPL et nous avoir donné l'occasion de la mettre en place de façon extrêmement rapide, ainsi qu'à tous mes collègues. Merci, monsieur le rapporteur.